3 août à 9 h de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. Donc, comme vous l'avez suivi du secrétariat général d'ensemble au niveau de Kinshasa, comme vous l'avez également suivi du coordonnateur régional d'ensemble pour le Grand Katanga, vous avez donc également ma confirmation et je suis ici comme équipe d'avance pour l'équipe qui va venir pour l'accueillir ici à Lubumbashi. Vous dire que effectivement le vendredi, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, nous serons ici à Lubumbashi avec notre candidat président de la République, Moïse Katumbi, qui va rentrer par l'aéroport international de la Loano. Moïse Katumbi, comme je l'ai dit plus loin, rentre pour déposer sa candidature. Il est évident pour tous les journalistes avertis et pour tous les hommes avertis comme vous-même que Moïse Katumbi rentre avec tous les droits civiques et politiques. Il n'a jamais été condamné dans aucun procès à titre définitif. Il n'a pas une autre nationalité. Tout cela ayant été démontré, Moïse Katumbi va donc rentrer en homme libre pour exercer son droit, notamment celui d'être candidat à la présidence de la République. C'est donc l'occasion pour nous de lancer l'appel à tous les habitants de Lubumbashi et des environs de venir nombreux pour réserver un accueil chaleureux à ce digne fils du pays qui rentre pour briguer la magistrature suprême. Et nous espérons que le 23 décembre, comme nous allons nous battre pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, le peuple congolais dans son entièreté pourra lui accorder son soutien. Le fait que Ensemble et Moïse Katumbi sont des hommes de paix et nous voudrions que cet accueil se passe dans la paix et dans la dignité, mais également sans se laisser intimider. Les Louchois et les Louchoises donc sont appelés à venir accueillir Moïse Katumbi le vendredi. Au départ, chacun doit être là à 6 h du matin, à partir de 6 h, parce que son avion est censé atterrir à l'aéroport international de la Loano à 9 h. Voilà un peu succinctement le message que j'avais à vous donner et je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable président. Je crois qu'on peut procéder par une série peut-être de 3. Oui, il faut dire simplement ceci. En ce qui concerne l'aviation civile, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'aviation civile congolaise puisse interdire à l'avion de Moïse Katumbi de venir à la Loano, dans la mesure où cet avion, c'est l'avion avec lequel Moïse Katumbi voyage habituellement, et que cet avion, c'est celui qui l'amène de l'Europe et qui va décoller de Johannesburg. Donc, au moment, le temps qu'il est en train de passer en Afrique du Sud, je pense que son avion, comme il a toujours été très très bien entretenu, est entretenu et que donc cet avion remplit toutes les conditions pour pouvoir atterrir. En tout cas, s'il y a un problème, je pense que l'aviation civile devrait dire lequel pour pouvoir lui interdire. Mais nous ne pensons pas que cela puisse être le cas, à moins qu'il y ait une autre raison. Ensuite, que soi-disant qu'on pourrait l'arrêter parce qu'il a été condamné dernièrement. Je pense que le général doit arrêter un peu de rêver. Et puis nous devons rentrer petit à petit dans un état de droit. Mais un général de la police n'a pas de déclaration à faire en ce qui concerne les personnes, la liberté des personnes. Il doit laisser ce rôle-là au parquet. Mais un général de la police, qu'est-ce qu'il a à voir et à commencer à interpréter les lois? Ce n'est pas son rôle. Lui, c'est un exécutant. On vous dit ici qu'il n'y a pas de condamnation définitive pour Moïse Katumbi Tchapou. Je vais vous expliquer pourquoi. Première chose,
le dossier de spoliation, qui est un dossier vide, comme vous le savez tous, parce que le propriétaire de la maison, celui qui détient les papiers, c'est Katebe Katoto. Jusqu'aujourd'hui, Katebe Katoto a toujours revendiqué la propriété de cette maison. Mais qu'est-ce que Moïse a à voir avec une maison qui n'est pas à lui et qui n'a jamais été à lui, parce que Katebe lui-même nous a dit que cette maison, il l'a eue au moment où Moïse avait encore 12 ans. Est-ce que Moïse l'avait-il spolié à l'époque, à 11 ans, quand il était dans la maison? L'a-t-il spolié après? Auquel cas, il aurait dû avoir les documents. Mais celui qui a les documents, on ne l'a jamais interrogé. Et lui-même continue à revendiquer jusqu'au moment où nous parlons que la maison est à lui. Donc, c'est un dossier, les évêques l'ont dit, parce qu'il faut se rappeler que cette question a été traitée par la SENCO, que c'est une mascarade. Le deuxième dossier, c'était le dossier des mercenaires. On nous a parlé de 600 mercenaires, 600 marines lourdement armés. Aujourd'hui, on nous a montré aucune arme et en prison, il n'y a aucun marine. Et sans compter que ce dossier, ayant été fixé dans la précipitation, la Cour suprême elle-même a trouvé que ce dossier était irrégulier et a demandé que ce dossier puisse être jugé au mois d'octobre. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ce dossier est en suspens, il n'est pas jugé. Le dossier qui a été... Vous voyez, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous multipliez des choses inutiles. On a accusé, à travers Jeune Afrique, Moïse Katumbi de tenir la nationalité italienne. Mais l'avocat de Moïse Katumbi, comme c'est un professionnel, il a anticipé les choses. Il dit non, ne laissons pas les choses évoluer dans ce sens, parce que le procureur, qui n'a jamais ouvert une seule information judiciaire sur des cas avérés de double nationalité, s'est précipité à dire qu'il ouvrait une information judiciaire sur le cas Moïse Katumbi. C'est comme ça que l'avocat de Moïse Katumbi écrit à l'état civil italien pour dire, voilà, il y a M. Dagnano, il y a M. Katumbi, il y a M. Katumbi Chapwe. Est-ce que ces gens-là sont repris dans vos registres d'état civil? Si c'est le cas, dites-le moi, parce que mon client est accusé d'être cette personne-là. L'état civil italien a répondu pour dire qu'il n'a jamais existé de Katumbi, de Chapwe ou de Dagnano Katumbi dans son état civil. Donc, qui peut dire mieux que ça? Alors, ici, j'enchaîne avec la question sur la date. La question sur la date, c'était une question d'erreur de traducteur. N'imaginez pas une seule seconde que un avocat Durand de Moretti, qui est le plus grand avocat français, je crois, je parle sous le contrôle de Maître, qui est le plus grand avocat français, qui est le défenseur de Katumbi, peut prendre une seule seconde le temps de lire une fausse lettre devant la presse. Ça engage tout le reste de sa carrière, sa dignité, il peut faire la prison. Donc, ce sont des choses, bon, qu'on croit que ça peut arriver parce qu'on est au Congo où tout existe. Mais à son rang là-bas, mettre en cause une administration publique européenne avec un faux, ce n'est pas possible. Et il a dit, et nous attendons la réaction d'ailleurs de Jeune Afrique, c'est Jeune Afrique qui aurait dû réagir en premier. Il a dit qu'il compte porter plainte contre tous ceux qui ont fabriqué ces documents. Donc, attendez-vous d'un jour à l'autre, si ce dossier continue, que Jeune Afrique se retrouve en procès pour usage de faux. Ils doivent avoir introduit ces documents. Moi, je venais à peine d'arriver, donc je pense que nous sommes un mouvement organisé. Cela a dû certainement être fait et je suis confiant par rapport à ça. Je vais quand même me renseigner, mais je suis sûr que cela a été fait. Alors, la dernière question, vous avez parlé, on devrait négocier quoi? Ce pays, c'est le pays de Moïse Katumbi, c'est votre pays, c'est le pays à nous tous. On va négocier quoi? Moïse est candidat, Moïse est congolais, Moïse n'a rien à craindre ni de la justice, ni de qui que ce soit. Donc, nous n'avons aucune raison de négocier. La seule chose que nous demandons, c'est que les accords qui ont déjà été signés, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre,
soit respecté. Parce que cet accord est complet et ce rapport reprend également toutes les mesures de décrispation, dont le retour de Moïse Katumbi. Nous attendons maintenant qu'on touche à Moïse Katumbi, parce que ça sera la flagrance dans la violation de l'accord, en dehors de toutes les violations qui sont en cours d'exécution pour le moment. Donc, pour nous, il n'y a aucune négociation, parce que la négociation n'est pas nécessaire. Tout est compris dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur Tchibamba de journal en ligne là, me pose la question si nous ne sommes pas en train de rêver, et que ferons-nous au cas où Moïse était arrêté ou empêché de prendre sa candidature. Moi je vous dis d'abord que parfois quand j'entends des questions comme ça, je suis un peu déçu. C'est-à-dire, vous, tel que vous êtes là, vous avez accepté au fond de vous-même qu'une personne, un individu, puisse confisquer vos droits et confisquer votre avenir. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes en train de parler d'un enjeu majeur, c'est-à-dire le droit du peuple congolais à se choisir librement ses dirigeants. Le droit du peuple congolais à être élu et éligible. Comment pouvez-vous penser que c'est un rêve que de dire que si je suis éligible, on doit m'accorder mon droit de poser ma candidature? Et si je dois voter, on doit me laisser mon droit de voter. Vous, on vous a confisqué votre droit de voter depuis 2016. Parce que le vote aurait dû avoir lieu en 2016. Il n'a pas eu lieu. À l'époque, les gens nous ont parlé ici des procès d'intention, de ceci et de cela. Mais à la fin, on s'est rendu compte que de 2016, nous sommes aujourd'hui en 2018. Il n'y a pas de procès d'intention, donc on vous a confisqué, vous, le droit de vous choisir vos dirigeants. Ça, c'est un. Peut-être vous rêvez de récupérer ce droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ensemble est créé depuis même pas 6 mois. On va vendre le pays comment? Les gens qui ont vendu le pays, vous les connaissez? Mais comment on fait de l'autoprojection? Vous avez suivi, il n'y a même pas 10 jours, je ne sais pas, 2 semaines, que la CENI a signé des contrats pour faire le lobbying de la machine à voter. Le lobbying de la CENI. Est-ce que la CENI peut signer un contrat aux États-Unis avec l'argent du contribuable pour faire du lobbying? Les contrats chinois, dont vous ne savez pas où vont les pas de porte, vous les connaissez? C'est Ensemble qui les a signés. La BGF Bank, Panama Papers, est-ce que cet argent est au Congo? Écoutez, je crois que parlons des choses un peu sérieuses. Il ne faudrait pas que... C'est ça la question, on revient à la question, lorsque on veut écraser les autres, pour que les voisins ne s'en mêlent pas, on parle de souveraineté. Laissez-moi tuer mon peuple à huis clos. Nous avons avec nous les instruments internationaux. Lorsque nous sommes devant une force sanguinaire et brutale, qu'est-ce que nous avons en main? Les instruments internationaux. Les instruments internationaux, c'est les Nations Unies, auxquelles le Congo a adhéré. Est-ce que quand ceux qui ont adhéré aux Nations Unies sont allés adhérer, ils ont vendu le Congo? Ceux qui ont adhéré à l'Union africaine, quand ils sont allés adhérer, ils ont vendu le Congo? Ceux qui sont allés adhérer à la SADC, ils ont vendu le Congo? Ceux qui ont adhéré au CIRGL, ils ont vendu le Congo? Alors, lorsque il y a un problème que nous n'arrivons pas à résoudre et que nous considérons, plutôt que de prendre les armes, que nous devons aller devant les instances internationales dans lesquelles notre pays est membre,
Nous avons vendu notre pays. Mais c'est quel raisonnement? Je ne comprends pas très bien. Il y a un problème. Ce sont des instances d'arbitrage auxquelles nous avons adhéré librement et auxquelles nous pouvons faire recours lorsque nous n'arrivons pas à résoudre le problème en interne dans la paix. Sinon, c'est la guerre. Parce que pour répondre aux armes, il peut y avoir l'option de prendre les armes. Et c'est cette option que nous n'avons pas choisie. Alors nous allons de recours en recours par rapport aux institutions dont il faut rentrer au Congo. Maintenant, on va voir comment ils vont se comporter par rapport à ça. Et la communauté internationale, dont vous ne voulez pas, est également témoin. En dehors de la communauté internationale, le plus grand témoin, c'est d'abord le peuple congolais lui-même. Parce qu'il s'agit de son destin. Et c'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il s'agit de son destin. Moi, si je me bats, mon cher ami, je me bats parce que je n'accepte pas qu'un individu me refuse mon droit de décider du destin de mon pays en choisissant mes dirigeants et en choisissant ma liberté. Pourquoi? Donc, cela, il faut quand même que nous puissions intérioriser nous-mêmes en sachant que c'est notre combat aussi qui va faire en sorte que on respecte les accords qu'on a signés. Parce que demande l'opposition en général? C'est de respecter également l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un accord complet, qui comprend toutes les mesures qui devaient être prises, mais que par tricherie, d'autres ne veulent pas prendre. Par l'opposition, est-ce que nous pensons que les élections peuvent avoir lieu? Effectivement, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans l'état actuel des choses. Sans le respect de ces préalables-là, l'opposition n'ira pas aux élections. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de montrer, en posant nos candidatures, des actes de bonne volonté pour dire que, voilà, si qu'on ne nous prête pas l'intention de dire que nous voulons boycotter les élections, mais si les mesures de décrispation devenaient plus tard, qu'on puisse encore repousser les élections. On pose nos candidatures. Comme ça, si les mesures de décrispation prévues dans l'accord venaient, la date reste maintenue puisqu'il y a des étapes qui sont déjà clôturées. Mais vous n'imaginez pas une seconde que nous allons aller à des élections où nous savons que Nanga a ménagé un stock de 10 millions de voix à la mouvance présidentielle. Mais il faut être naïf. Sur 30 millions d'électeurs, ça veut dire 40 millions de fictifs. 40 millions fictivement. Mais il y aura 30 millions qui vont voter. Mais sur les 30 millions qui vont voter, il y a déjà 10 millions qui sont déjà réservés pour le compte de la tricherie. Pourquoi nous disons que 10 millions sont des fictifs? Vous allez me dire que un quart de la population du Congo n'a pas d'empreinte? Mais c'est faux. Un quart. Et est-ce qu'il y a des statistiques comparées par rapport aux élections antérieures? Quel était le taux d'absence d'empreinte? Quand tu passes dans la route, monsieur, tu vois combien de gens sans main? Les manchots ici, il y en a combien? Mais je crois qu'au Congo, peut-être tu peux dépasser même 300 personnes avant de voir un qui est manchot. Donc ça ne peut pas atteindre 1%. Mais là, il y a 16%. Il y a un problème. C'est une tricherie à ciel ouvert. On ne peut pas l'accepter. Donc ça veut dire que... Et c'est pour ça que les gens disent, allons-y, allons-y, allons-y. En se disant, bon... Et je crois que tous ceux qui font le FCC maintenant, on leur a expliqué le système. Que, les gars, vous savez que vous ne serez pas élus. Est-ce que vous voulez bénéficier de notre stock? Alors il faut signer là-bas.
Alors, c'est ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans la situation actuelle où la mouvance présidentielle ne peut pas faire 5% des voix, les gens se précipitent pour y entrer, ils vont au suicide. C'est pas possible. Rationnellement, c'est inexplicable. Donc, c'est-à-dire, ils comptent sur le stock de voix, de 10 millions de voix qu'ils ont préalablement stockées, pour dire qu'on va se les partager le moment opportun. Donc, nous partons déjà avec un tiers, 30% de l'électorat dans la machine. Il nous suffit d'en attraper encore 15. Nous avons la majorité et nous sommes partis. Donc, des électeurs réels. Donc, ça veut dire à l'état actuel, si la majorité, la mouvance présidentielle aujourd'hui, a 20% des voix sur l'ensemble du territoire, il y ajoute les 10 millions de voix, il a la majorité parlementaire et il a le président de la République. Et l'affaire est bouclée. Et nous, on ne peut pas cautionner une élection pareille. Ce fichier doit être revu. On doit élaguer ces 10 millions de fichiers. Autrement, on va à un suicide. Ça, c'est un. Deux, la machine a triché. Ça, c'est une autre question. Mais depuis quand le président de la CENI peut dire qu'il n'a pas besoin du consensus, il n'a pas besoin de la confiance des partis pour amener les partis aux élections? Ça n'a aucun sens. Lorsque vous avez deux équipes sur le terrain, vous devez être d'accord sur les règles du jeu. Et on ne change pas les règles du jeu quand le championnat a déjà commencé. On a déjà publié le calendrier. Vous allez sortir une machine que personne n'a jamais vue. C'est pas possible. Et on a eu 5 ans pour faire ces expériences-là. On a eu 10 ans passés pour faire ces expériences pendant les premiers, deuxièmes mandats. On ne l'a pas fait. Maintenant, on est déjà hors mandat. Et on va faire une nouvelle expérience avec des machines que même moi et personne d'entre vous probablement n'a eu à tester. Mais que va-t-il se passer dans le fin fond de nos villages? Moi, je pense à ma grand-mère dans mon village, à Masseba là-bas. On va lui monter une machine qu'elle n'a jamais vue. On va lui dire, tu vas commencer à toucher, ça passe. Elle va même pas comprendre que c'est tactile. Donc, ça veut dire que, quand je touche, c'est l'écran qui bouge, vous la perturbez complètement. Alors, en ce moment-là, vous allez lui dire, bon, tu votes le premier, le papier sort, tu récupères. Donc, quand tu pointes, vous voyez un peu comment vous embrouillez d'abord son système. Donc, elle pointe, elle voit un papier qui sort. D'abord, elle est perturbée. Parce que ce sont des choses qu'elle n'a jamais vues. Elle ramasse ce papier, elle doit mettre dans lui. Elle revient. Elle tourne. Elle le fasse quand même, mais on va où? Je crois que cette insistance d'imposer des règles qui n'existent pas en cours de match est déjà suffisamment suspect. Et Nanga devrait nous donner d'abord les expériences dans d'autres pays. Il n'y en a pas. Et nous, on va, en dehors du mandat, on va accepter une nouvelle expérience dans un pays où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas ceci. Mais je crois que c'est un peu trop posé et voilà des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir. La troisième chose également, sur laquelle nous devons quand même insister. Pourquoi la mouvance présidentielle refuse, après avoir remplacé elle-même le premier vice-président de l'Assemblée de la CENI, après avoir autorisé au MLC, quand ils étaient encore ensemble, avant de signer l'accord, l'arrangement particulier là, avoir autorisé qu'il remplace son questeur adjoint. Pourquoi aujourd'hui le remplacement du rapporteur de l'UDPS pose un problème? Brusquement. On ne respecte rien. Et on le fait exprès. Et on le garde ça. On le garde sur place par défi. Parce qu'on veut démontrer à tout le monde qu'on ne craint personne. On ne veut rien respecter. Et dans ces conditions-là, je crois qu'il nous sera tous très difficile d'aller aux élections dans ces conditions s'il n'y a pas des changements fondamentaux dans les systèmes tels qu'ils avancent. Et ce changement, le premier signe, c'est notamment le retour de Moïse Katumbi que nous allons voir après-demain pour dire si nous évoluons dans la bonne direction ou pas. Donc
considérons, non, ce n'est pas un rêve, c'est un combat. Nous ne rêvons pas, nous combattons. Peut-être nous n'avons pas encore gagné, mais notre combat va se poursuivre. Donc, ne parlez pas de rêve, parlez plutôt du combat. Le combat, c'est un processus. Ce processus-là, nous allons le poursuivre parce que, tel que nous sommes, nous, ensemble, nous avons refusé de vivre un esclavage qui ne dit pas son nom, de vivre une confiscation de la souveraineté de notre peuple, de vivre une confiscation de notre liberté, d'avoir le choix de notre futur dirigeant, en ce qui nous concerne, qui est Moïse Katumbi. Donc, quand vous parlez de rêve, moi je ne vous suis pas. Peut-être vous, vous rêvez, mais nous, on ne rêve pas. Nous, on poursuit un combat et un idéal, bien sûr, qui est l'idéal démocratique pour lequel plus de 6 millions de Congolais ont déjà perdu leur vie dans ce pays. La question de la candidature unique, je pense que c'est une question qui doit être discutée entre les candidats. Parce que vous devez savoir que pour avoir une candidature unique, il faut commencer par trouver un programme commun, faire un programme commun, parce que nous sommes ensemble, nous sommes plusieurs composantes et nous avons fait un programme commun. Et pour nous désigner un candidat commun. Après avoir trouvé ce programme commun, la deuxième étape, ça sera maintenant entre les candidats de se mettre d'accord pour dire, bon, par rapport à ce programme, qui est le mieux à même à porter ce programme, à le défendre et à l'appliquer. Mais je crois que nous n'en sommes pas encore là. La question de la candidature va se trancher plus tard, à mon avis, parce que nous sommes le 8, Bemba vient de rentrer, Moïse Katumbi rentre, ils n'ont pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Mais avant les élections, s'ils arrivent à se mettre d'accord, il y aura la possibilité de désistement des uns envers les autres en signant des pactes de gouvernance commune. Donc ça, c'est une question qui va être en cours jusqu'à novembre, à mon avis, avant que les uns et les autres ne se mettent d'accord.